Bonjour et heureux de vous retrouver pour cette nouvelle saison de l'émission Tête à Tête. C'est la rentrée et la politique reprend ses droits. Et nous débuterons cette émission avec la députée de Paris, Élise Fagellès de La République En Marche, qui a signé une tribune contre Airbnb dans le Figaro. Elle dénonce l'abondance de locations touristiques à Paris et aussi en France. Et puis, actualité oblige, on fera un point sur la réforme de la loi travail. Tête à Tête, c'est parti. Eh bien bonjour. Bonjour. Alors on vous reçoit aujourd'hui par rapport à une tribune que vous avez faite contre l'abondance, on va dire, des locations, notamment Airbnb. Dites-moi un peu plus. Des locations touristiques de courte durée, pour être plus précis. Voilà. Il y a environ 15 jours, au cœur du mois d'août, l'atelier pour l'urbanisme à Paris a publié un rapport où il montre qu'il y a 26% de logements vacants dans le centre de Paris, les arrondissements 1, 2, 3, 4. 26%, c'est énorme. Et il y a des conséquences importantes. Il y a des conséquences importantes sur la vie du quartier, une sorte de désertification. Hausse des prix aussi ? La spéculation, en effet, il y a un gain important, on comprend les investisseurs immobiliers, il y a un gain de plus de 2,6% par rapport au logement locatif classique, donc spéculation immobilière. Donc dans un climat de logement très tendu à Paris et dans le centre de Paris. Et puis après, en termes de vie de quartier, il y a moins de familles qui s'installent, il y a moins d'écoles, il y a moins d'équipements de proximité, il y a moins de commerces de proximité. Donc il n'y a plus de vie en fait dans ces quartiers-là au fur et à mesure. Et en fait, les touristes, on comprend qu'il faille développer l'activité touristique, c'est essentiel pour une vie, qu'il faut de l'innovation technologique pour améliorer le service. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet, mais il faut trouver un équilibre parce que le logement, c'est un droit fondamental de l'homme. On sait qu'il y a une tension extrêmement importante à Paris sur le logement. Oui. Et pour les touristes même, ce n'est pas intéressant de leur proposer des quartiers qui deviennent des musées à ciel ouvert. Donc ce qui est intéressant, c'est aussi, surtout quand on cherche ce type de logement touristique, c'est d'être au milieu d'un quartier où il y a de la vie. Donc il s'agit de réguler, il s'agit de trouver des solutions efficaces, concrètes, pour voir comment on peut arriver à un équilibre. Alors on va passer à ces idées que vous avez émises, en tout cas, avec les autres députés. Moi j'ai une question, ça fait un temps qu'on sait que Airbnb est là et pose problème aussi bien aux hôteliers, déjà, qui ont une baisse du chiffre d'affaires assez conséquent. Et il n'y a que maintenant qu'on y pense ? Il n'y a pas que maintenant, puisqu'il y a déjà la loi qui encadre un petit peu. Nous, ce qu'on propose, c'est déjà de faire une évaluation de ce qui se passe. Donc, il y a déjà la loi qui dit qu'au-delà de 120 jours, il faut déclarer à la mairie. Et puis, pour voir s'il doit y avoir un changement d'usage, c'est-à-dire de passer de résidence principale en résidence secondaire. Parce qu'il y a déjà beaucoup d'amendes. Voilà, de changer. Beaucoup, justement. Après, tout reste à savoir s'il y en a suffisamment. Et puis, il y a eu récemment la loi pour une république numérique avec un décret d'application qui a été pris en avril 2017, donc c'est récent, et qui permet aux communes de plus de 200 000 habitants de créer un numéro d'enregistrement pour mieux contrôler justement ce nombre de 120 jours, de 120 nuitées. Et la ville de Paris a cet été donc voté un règlement qui applique ce décret d'application de la loi pour une république numérique, donc c'est récent. Et nous, ce qu'on veut savoir, si quand ça va se mettre en place, si c'est efficace, si c'est suffisant. Et donc, nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une évaluation. C'est vraiment la philosophie de La République En Marche, c'est de dire maintenant, il ne faut pas forcément multiplier les textes, mais il faut être sûr qu'ils marchent. Donc, est-ce que, par exemple, tous les décrets ont été pris ? Parce que vous savez qu'une loi... Oui, voilà, parce que donc il y a cette possibilité de créer un numéro d'enregistrement, mais il y a aussi des possibilités, par exemple, pour les communes, de réduire le nombre. Est-ce que 120 jours... c'est correct, ou est-ce qu'on peut aussi réduire le nombre ? Mais ça, il faut être sûr que tous les textes sont pris, que tout est efficace, qu'il y a suffisamment de contrôle, que les moyens sont suffisants. En fonction de l'évaluation, on verra s'il faut aller plus loin dans la législation. Vous parlez de La République En Marche, vous êtes pour les entreprises aussi, oui, côté pour libéral. L'activité économique. Airbnb a payé 92 944 € d'impôts en 2016. Il devait limite payer le triple. Voilà. Alors, écoutez, justement, il faut en effet aussi vérifier ça. Voilà, mais j'ai une question à vous poser. Avec toutes ces mesures que vous allez mettre en place, est-ce que ça ne va pas détruire l'activité d'Airbnb à force de trop encadrer? Il y a des économistes qui disent qu'à côté de ces 92 000 €
qu'ils ont payé. Ok, c'est rien. Mais qu'ils apportent aussi, ils génèrent beaucoup d'argent dans ces quartiers-là, avec le tourisme, voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je vous parlais justement d'équilibre. Airbnb, c'est une plateforme qui est californienne, et à San Francisco, c'est encadré encore plus. C'est-à-dire que c'est encadré dans le nombre de nuitées possibles, et c'est encadré même dans la surface qui est donnée à la location possible. Et il y a même des sanctions qui sont plus lourdes, c'est-à-dire que quand on dépasse le nombre de nuitées, l'annonce est automatiquement désactivée sur la plateforme. Donc vous voyez, aux États-Unis, on n'a pas l'impression qu'il y ait une politique soit anti-entreprise. Il y a possibilité de réguler, d'imposer quand même des règles qui permettent à l'industrie hôtelière aussi de se développer, parce que ça crée aussi de l'emploi, l'industrie hôtelière, et de l'activité touristique, de permettre au centre-ville de continuer à exister, parce que le commerce de proximité, c'est extrêmement important, et nous soutenons le commerce de proximité en tant qu'activité économique, et à la fois de permettre à ces plateformes d'exister et d'offrir un service qui est moderne, qui est plein dans cette innovation technologique que nous voulons favoriser. Il ne s'agit pas de détruire, il s'agit d'équilibrer, et aujourd'hui on a un peu l'impression que tout ça est très sauvage. Donc le but, c'est pas de les museler. Il y a certains économistes qui disent que ce qui touche en fait l'État, c'est qu'ils aient presque pas payé d'impôts et que l'État a envie de croquer un petit peu dedans, tout simplement, alors qu'on ne pense pas à l'autre économie qui est dite pas réelle. L'État veut quand même qu'il y ait un respect de la législation sociale et fiscale. Quand on voit que les hôteliers doivent respecter des normes de sécurité, d'accessibilité, ont des charges très lourdes, il faut voir aussi que cette loi doit être juste. Et donc, il n'y a pas de raison que les hôteliers, à nouveau, qui participent aussi à l'économie touristique, aient des charges importantes que n'ont pas du tout toutes ces locations via les plateformes touristiques. Et donc, voilà, il faut rétablir de l'égalité et réguler. Et pour finir, alors quelles seront ces mesures que vous voulez véritablement mettre en place, et sous combien de temps? C'est toujours ça la question. Est-ce que ça sera rapide? Pour le moment, non, on n'a pas de mesures. Justement, quand on parle bien dans la tribune, nous, ce qu'on veut pour le moment, c'est une évaluation. C'est-à-dire que quand on voit 26% pour le moment, ça nous paraît vraiment très important, 26% de logements vacants. Donc nous, tout de suite, on prend position et on dit, puisqu'il va y avoir un système de contrôle qui va être mis en place, puisqu'il y a une loi récente de 2017, mais dont tous les décrets d'application ne sont pas pris, nous, on veut que les choses s'accélèrent. Voilà, qu'on vérifie l'efficacité de ces contrôles, qu'on vérifie si toutes les règles sont bien mises en place, et puis ensuite qu'on voit si l'évolution continue. Donc c'est que là, il y a un sujet. Et donc lancer une concertation avec les plateformes numériques, avec les hôteliers, avec les élus locaux. Et puis, à ce moment-là, il y aura des solutions de contrôle plus importants, voire de sanctions et d'efficacité des sanctions. Actualité oblige, on va forcément parler de la loi de travail. Oui. Tout simplement, première question, vous en pensez quoi? Je suis extrêmement contente qu'on soit allé très vite, puisque c'était un des engagements, si ce n'est l'engagement principal d'Emmanuel Macron dans la campagne, c'est-à-dire d'aller rapidement pour débloquer le marché du travail et pour enfin trouver des solutions sur ce chômage de masse qui nous mine depuis des années et des années, et à laquelle on a du mal à s'attaquer. Donc il faut aller très vite parce qu'on sait que les résultats mettent du temps à se voir. Et donc dans l'entreprise, c'est un tel changement de mentalité, de travailler, de libérer ses énergies. Moi, je suis assez satisfaite de ce travail qui a été une vraie concertation pendant tout l'été et qui est rapide. Et on dit que ça va créer, au moins permettre aux salariés et aux dirigeants de pouvoir discuter plus facilement. C'est une réalité? C'est un pari sur l'intelligence collective. En fait, on s'aperçoit qu'il y a quand même encore aujourd'hui un esprit très fort d'opposer l'entreprise aux salariés. Mais pourquoi? L'entreprise, c'est aussi les salariés, c'est les salariés qui la font. Donc il n'y a pas de raison que l'employeur et les salariés, dans un cadre qui est fixé, ne puissent pas travailler au plus près de la réalité, c'est-à-dire dans l'entreprise et surtout dans les petites et moyennes entreprises. Qui sont 9 entreprises sur 10 en France. Qui ont reçu très favorablement, en tout cas, toutes ces propositions. Moi j'ai une question. Dixit, les syndicats? Alors, les syndicats ont été invités pour une négociation, une concertation tout au long de l'été.
FO a dit qu'il ne manifesterait pas, ça veut dire que FO est satisfait en tout cas du travail qui a été mené. La CGT qui sera là, mais la CGT s'oppose en effet au fait qu'on puisse négocier au plus près de l'entreprise. Juste avec le salarié. Donc c'est normal. Après, la CFDT émet une certaine déception, mais est globalement satisfait du système proposé, donc ne manifestera pas non plus. Est-ce que le patron ne deviendra pas trop fort ? C'est-à-dire dans ces petites entreprises, et effectivement c'est très bien de pouvoir discuter avec le salarié, parce que de toute manière c'est le premier concerné, mais un patron a toujours plus de force qu'un salarié, non ? Moi je crois au contraire qu'on donne plus de pouvoir aux salariés quand on leur donne la possibilité justement de se mettre à la table pour négocier. Sans avoir aucune crainte de se faire envoyer derrière ? Mais alors pourquoi on pourrait penser que le patron... Le patron n'est pas forcément mauvais, mais ça peut arriver. À partir du moment où on donne cette possibilité de discuter, mais ce n'est pas juste le patron qui va dire « je vous impose ça ». C'est voilà, maintenant, ensemble, on négocie. Qu'est-ce qui est le mieux pour l'entreprise ? Qu'est-ce qui est le mieux par rapport à notre activité économique que vous constatez ensemble ? C'est une négociation, hein, c'est bilatéral. C'est un échange. Voilà, c'est un échange. C'est comme ça que c'est prévu, c'est comme ça que ça va être écrit. Voilà, c'est pas le patron qui va imposer les règles. C'est vraiment bilatéral, une négociation. Et moi, je crois que c'est donner des nouveaux pouvoirs aux salariés qu'ils n'avaient jamais eu jusqu'à présent. Et donc, à nouveau, de permettre de libérer ces énergies collectives et peut-être encore mieux, indépendamment de cette négociation, eh bien, donner quelque chose, une espèce d'impulsion à la créativité, à l'innovation, au travail ensemble. Et aussi pouvoir embaucher un peu plus, c'est ça ? Mais c'est ça qui est... Alors, moi j'ai une question. Par rapport à l'idéologie, on est un peu sur l'idéologie à l'allemande, c'est bien ça ? On part un petit peu sur ce côté-là. On est dans une idéologie où on veut lutter contre le chômage de masse qu'en France on constate. Et on a l'impression qu'il y a une espèce de fatalité à se dire soit c'est comme ça, on va continuer à protéger les gens qui ont un travail. En fait, c'était ça. C'est soit il n'y aura plus de travail. C'est que la France a choisi, on va dire, le chômage plutôt que d'autres pays comme l'Allemagne qui ont choisi le plein emploi, mais avec la paupérisation du travail. C'est-à-dire aujourd'hui, beaucoup d'Allemands ont 2-3 jobs. Mais un plan d'emploi. La France a choisi de protéger les postes et les gens qui sont en poste en emploi. Je crois qu'aujourd'hui, il faut protéger les personnes. Qui est le plus éloigné du travail ? C'est les jeunes. Mais les jeunes, le chômage des jeunes n'a jamais diminué. Et les gens qui sont le moins qualifiés. Voilà. À un moment donné, il faut trouver une solution là-dessus. Donc il faut donner plus de liberté, plus d'innovation sur le marché du travail pour qu'on puisse avancer là-dessus, puisque rien n'a avancé. Et puis surtout, il faut accepter qu'en effet, il y aura des périodes de chômage, qu'on ne peut pas rentrer dans une entreprise et y rester toute sa vie. Ça n'arrivera plus. Donc c'est ça, donc il faut... Non. Au contraire, il faut accompagner les personnes. C'est-à-dire que si à un moment donné, oui, on doit quitter une entreprise parce qu'il y a une baisse d'activité à une période, ou plus durablement, parce que la concurrence a changé, le marché a changé, eh bien, il faut assurer la sécurité des parcours et des personnes, c'est-à-dire plus de formation, plus de mobilité, de possibilités de mobilité, soit géographique, soit professionnelle, c'est-à-dire on va peut-être changer d'activité, on va changer d'entreprise. C'est ça qu'il faut favoriser, c'est plus de liberté, plus de mobilité. Le MEDEF était très content, ça va plus ou moins dans leur sens. Moi j'ai une question, il y a durant le mandat de François Hollande, je me souviens du dirigeant du MEDEF, avec un pins disant au recrutement d'1 million d'embauches, etc. Derrière, il n'y a eu aucun effet. Est-ce que là, vous avez encore confiance quand ils vous disent oui, ça va dans le bon sens? Est-ce que vous êtes sûr et certain que ça va fonctionner? Alors je vous trouve un peu dur quand vous disiez aucun effet, parce qu'au contraire, on voit là récemment... Ça commence à arriver. Mais évidemment, mais il y a aussi toute la conjoncture européenne pour qui ça va beaucoup mieux. La conjoncture européenne, certes, mais y compris les observateurs européens disent que les réformes qui ont été mises en place par François Hollande vont dans le bon sens justement pour accompagner cette amélioration de la conjoncture. Et justement, cette loi travail qui a été prise en fin de quinquennat a permis à la fois de commencer à libérer le marché du travail et à la fois de commencer à sécuriser les parcours, notamment en créant un compte d'activité, ce genre de choses, de formation tout au long de la vie. Donc. Voilà. Et il faut poursuivre parce que les effets commencent tout simplement à se sentir, que cette loi n'allait pas assez loin. Donc il faut aller encore plus loin pour permettre aux entreprises d'avoir plus d'énergie, de se libérer, d'embaucher plus, et il faut le faire très vite. Donc en fait, c'est ça qu'on est en train de faire, c'est de poursuivre un mouvement qui n'a pas eu d'effet suffisant, je suis d'accord, pas assez rapide, mais d'aller plus loin et d'aller plus vite.
Donc vous avez confiance. Évidemment. Donc les je 100 ne serais premiers pas jours. à ce point ravi que les choses aient été très vite. Et donc pour finir, les 100 premiers jours d'Emmanuel Macron, on dit souvent qu'un président, c'est durant les 100 premiers jours qu'il faut qu'il se mette au travail. Pour vous, il est convaincant. Il nous le disait dans l'interview du Point de cette semaine, c'est un peu dommage de penser qu'on ne gouverne que pendant 100 jours, alors qu'on a fait campagne pendant très longtemps. Voilà, et lui, ici, est pris très tôt pour préparer ce programme. C'est une transformation extrêmement importante qu'on est en train de mettre en place. Là, c'est un changement de mentalité radical sur les ordonnances sur la loi travail. 100 jours, il y a eu beaucoup de travail. À l'Assemblée, on a déjà pris des textes importants, rien que dans la session extraordinaire. Ouais. Mais tout ça va se mettre en place de plus en plus. Et pour une transformation radicale, il faut beaucoup plus de 100 jours. Donc oui, le travail est déjà bien commencé, il ne va pas s'arrêter. Eh bien, merci d'être venu. Je vous en prie. Et pour le gouvernement, il y a encore du pain sur la planche, renforcer la formation professionnelle, l'apprentissage ou encore les retraites. Et l'émission Tête à Tête sera là tout au long de l'année pour commenter l'actualité. C'est la fin de cette émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Et surtout, bonne journée à tous. So how can you tell this out of me? I know you never felt the same feeling. I'm full, you're feeling.